Bonsoir, bonsoir, bonsoir Amsterdam, comment ça va? Ça va bien, mais je sens que certains sont pas très très bien. Si vous voulez, on prend 5 minutes et puis on en discute et puis voilà, tout ira mieux. Écoutez, je suis très content de vous voir tous ici, ça fait plaisir. C'est le 3e jour du festival Tapis Rouge. Certains sont déjà venus, j'imagine, les jours précédents. Dites oui ou dites non. J'ai entendu 100% de oui, ok. Donc on est très content parce que c'est le 3e jour, c'est le samedi soir. On a commencé jeudi avec le film d'ouverture qui était le film de Yann Gozlan qui s'appelait Boîte Noire, qui premièrement est un film excellent, qui a plu, et on a eu la chance d'avoir la présence de Yann qui nous a permis de voir le film autrement, d'apprendre son travail, de voir comment il s'est documenté. C'était passionnant. Le lendemain, on a eu la soirée Tapis Rouge, le prix Tapis Rouge. Donc le prix Tapis Rouge, c'est... vous me dites si vous m'entendez pas, je peux parler plus fort ou mettre le micro plus près. Je vous le dis pour ceux du fond qui tendent l'oreille. C'est bon? Très bien. Bonjour. Donc, non, en gros, le prix Tapis Rouge, c'est un prix qui est décerné chaque année à la meilleure adaptation cinématographique d'un livre en langue française. Pour faire simple, c'est le meilleur bouquin français adapté en film cinéma français. On avait beaucoup de films dans la sélection, Les Choses Humaines, on avait Tout s'est bien passé qui a remporté ce prix. Et on avait également Ouistreham de Florence Aubenas. Enfin, j'imagine que certains d'entre vous ont déjà lu ces livres, qui sont des livres de très grande qualité. On avait Pierre Assouline, président du jury, qui était présent et qui nous a raconté plein de choses sur la délibération, ce qui s'était passé. Shazia Mourali, que certains d'entre vous connaissent, j'imagine, qui est un peu une grande dame de la télévision ici. Pour nous les Français, je peux juste vous dire que c'est elle qui faisait le maillon faible. Elle est pas là, elle s'en offusquera pas, mais elle a fait plein de trucs sur l'opéra, elle a fait plein de trucs vraiment ultra intéressants. Et ce soir, on a 2 soirées. On a évidemment la première qui est donc Zai 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 en présence de François Dezania. Et on a également juste à côté Madeleine Collins, qui est un film d'Antoine Barraud, qui également est présent. Il est juste à côté derrière. Antoine Collins, Madeleine Collins, pardon, c'est un film très sympa où Virginie Efira, enfin, attendez, juste, on est sûr, personne s'est trompé, hein, vous êtes tous dans la bonne salle, personne s'est... Parce que là, sinon je vous raconte la fin vite fait, hein, c'est juste que je vous dis, Virginie Efira récupère les microfilms, après elle empêche la destruction nucléaire et sauve la ville d'Orléans. J'aurais peut-être pas dû m'endormir. J'aurais peut-être pas dû m'endormir parce que j'ai pas tout suivi. Mais non, en vrai, c'est un super film. Si vous avez la possibilité de le voir, c'est un super film qu'on a dans la sélection, qui est assez impressionnant, c'est captivant. Donc, je vous invite à le voir si vous le souhaitez. On va pouvoir commencer. J'ai juste une toute petite mauvaise nouvelle, malheureusement, à vous annoncer. Certains l'ont déjà vu. Ça a fuité sur les réseaux, je vous le cache pas. Ramzy, malheureusement, n'est pas présent. Et pour le coup, c'est pas une blague parce qu'elle est pas terrible. Donc c'est vrai, il est malheureusement pas présent pour des raisons personnelles. Je m'en excuse en son nom et j'espère que vous n'êtes pas trop déçus. On a malgré tout la chance d'avoir François Dezania, qui est quelqu'un que vous connaissez sans connaître. Enfin, certains le connaissent évidemment par son travail, mais certains, s'ils se demandent s'ils l'ont déjà vu, vous l'avez forcément vu puisque vous avez forcément vu soit La Beuse, soit Les 11 Commandements. Et il a commencé sa carrière avec ces films-là. Il a fait également Adopte un veuf, il a fait Le Jeu de la vérité. J'en oublie forcément quelques-uns. Il nous en parlera avec délectation. Je vais vous demander, s'il vous plaît, de l'accueillir. Donc on va faire quelque chose que vous n'avez pas fait depuis très 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 longtemps pour certains, c'est-à-dire c'est applaudir. Vous allez voir, ça revient assez vite, mais c'est les 2 mains qui s'entrechoquent. Donc je vous demande, s'il vous plaît, d'accueillir François Dezania. C'est pas, vous n'êtes pas encore, vous avez perdu là, voilà, allez, là, voilà, François Dezania. Ouais. Merci, bonsoir. Bah oui, désolé pour Ramzy, je vais devoir faire tout à sa place, mais je peux répondre, je connais sa vie privée par cœur.
Donc voilà, si vous avez des questions, je pourrais y répondre également. Ben, on va commencer par ça, justement, Bah oui, les trucs qu'il a jamais voulu dire, c'est l'occasion, ces gens veulent voilà. savoir. Donc on y va. Donc alors, comment ça se passe avec sa femme et tout, machin? Alors, justement, la semaine dernière... C'est pour ça qu'il est pas là. Non, donc très content de te rencontrer, enfin de vous rencontrer. Mais on peut se tutoyer. Ouais, on s'est beaucoup tutoyé, donc je voulais faire un peu comme Jacques Martin, mais j'y arrive pas du tout. Donc non, très content de te rencontrer. Merci de nous faire cet honneur et de permettre au public de te voir, et surtout de permettre au public de voir ce film qui, pour le coup, sortira en France en février 2022. Donc vous êtes vraiment en avance de l'avance, et il ne sortira même pas aux Pays-Bas. Donc vraiment, vous êtes des petits privilégiés. Et vous pourrez dire à tout le monde après. Sauf si vous organisez une manifestation. Enfin, après, il y a toujours moyen peut-être de faire. C'est vrai. Ouais. Ah oui. Non, après, si les gens se manifestent. Des pétitions, des choses comme ça. Voilà, c'est ça. Ouais. On peut y aller. Ouais. Et donc ouais, le film est assez cool. Même que je dis assez cool parce que je veux pas trop vous le survendre, mais c'est une bombe atomique. Je l'ai trop vendu. Oh non, c'est un super film vraiment, et j'espère que vous allez adorer. On va discuter un tout petit peu avant de vous laisser le découvrir. Là, tu es en tournée en ce moment, tu fais beaucoup de présentations. C'est pas ton seul festival? Non, c'est pas mon seul festival, mais c'est la première fois que je viens à Amsterdam, et donc c'est une occasion assez incroyable. Même si c'est pas mon premier festival, c'est quand même très très émouvant justement de sortir de France et de voir qu'il y a une salle pleine qui vient découvrir le film. Et donc voilà, donc déjà merci à tous d'être venus, c'est très très touchant. Et en effet, oui, en ce moment, le film se balade dans les festivals. Je ne savais pas qu'il y avait autant de festivals. C'est impressionnant. Ouais. Donc, tu étais à Genève hier, c'est ça? J'étais à Genève hier, j'étais à Sarlat avant-hier, et j'étais à Liège encore il y a mardi soir, où on a reçu un prix de la critique. Et voilà, et puis on a fait plein d'autres festivals. Donc, en me baladant comme ça, j'ai appris quand même qu'il y avait 160 festivals par an de cinéma. Et donc, les salles de cinéma étaient fermées jusqu'en mai. Et puis là, voilà, on a enfin. Je pense que vous faites. Je vois que vous êtes nombreux dans la salle. Je pense qu'il y avait une vraie envie de retrouver les salles de cinéma, et les festivals aident à ça. Et donc, on a de la chance d'avoir des belles salles en ce moment. Et on a de la chance que les salles restent ouvertes, parce que comme on disait tout à l'heure et comme vous le savez, ça a été un peu juste. On a tous eu peur, et finalement on est tous là dans la salle réunis côte à côte, et ça fait quand même plaisir, parce que mine de rien c'est important de passer du temps ensemble et de rire ensemble. Je pense que ça fait longtemps que des gens n'ont pas ri dans la même salle, et ça va être assez agréable pour tout le monde. Pour ce film, donc, j'imagine qu'une grande partie d'entre vous connaît l'œuvre de Fab Caro, connaît la bande dessinée. Qui a lu la BD déjà? Pas mal. Qui connaît Fab Caro? Qui a déjà lu un livre? Est-ce que tu peux nous parler justement de ce... Oui, Fab Caro, il a une histoire assez folle. C'est que c'est un auteur de BD qui fait des BD depuis très longtemps. Avant Zai 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 Zai, il en avait fait, je pense, une quinzaine qui étaient passées un peu sous les radars du grand public. Il était connu du petit monde des gens qui étaient des geeks de la BD. Et puis, tout d'un coup, en 2015, Zai 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 sort. Et c'est un succès qui est vraiment fou, c'est-à-dire qu'il vend à la hauteur de ce que vendent Astérix. Il a vendu près de 300 000 exemplaires de cette BD. Et tout d'un coup, tout le monde a connu qui était Fab Caro. Donc il y a eu peut-être certains d'entre vous l'année dernière ont vu le discours. Je sais que c'était au festival l'année dernière. Et tout est parti de Zai Zai Zai. Moi, j'ai découvert assez peu de temps après la sortie. Et dans un premier temps, pour ceux qui connaissent la BD, mais pour ceux qui la connaissent pas, je vous invite à le faire. Cette BD, c'est un cadeau extraordinaire. C'est-à-dire que c'est quand vous savez pas quoi faire comme cadeau, vous allez à la librairie, vous achetez ça, et à mon avis, à tous les coups, ça marche. Et donc, moi, j'ai commencé d'abord à l'offrir, en fait, cette BD. J'adorais l'offrir. C'était vraiment pour moi, c'était le cadeau idéal. Et puis, un jour, comme j'avais un dîner chez moi avec un copain producteur. Pour l'anecdote, c'est Thibaut Gast, qui était également le producteur de Boîte Noire, que vous avez vu il y a 2 jours. Et donc, Thibaut vient, c'est un ami, et sans aucune arrière-pensée, je lui offre cette BD.
Voilà. Et puis il prend la BD, il me dit est-ce qu'il y a un film? Je fais bah écoute, bah lis-le, tu me diras. Et le lendemain, il m'appelle, il me fait mais t'es fou, et il faut absolument faire ça. Et c'est parti comme ça, c'est parti d'un cadeau en fait, c'est ce que vous allez voir ce soir, hein, tout simplement. Comme quoi, c'est bien de donner aux autres. Exactement. Le karma, ça s'appelle voilà. le karma. Le karma, exactement. Finalement. De l'amour, voilà. La bienveillance. Exactement. Est-ce qu'on peut tous se faire un câlin? Non, c'est le Covid. Non, surtout pas. Non, mais c'est une BD, donc pour ceux qui l'ont lu, c'est une BD qui est quand même assez absurde, qui frôle avec l'absurde tout le long, mais qui est quand même extrêmement accessible. Est-ce que c'est difficile de retranscrire ça sur un film d'1h30, sans spoiler? Sans spoiler, oui, c'est ça. Je pense que je pourrais peut-être plus rentrer dans les détails tout à l'heure, une fois que vous aurez vu le film. Mais oui, en fait, il y avait des enjeux. Et puis, on s'est fixé quelques lignes directrices pour pouvoir justement... pour ceux qui connaissent la BD, c'est des planches, c'est des strips, on passe d'un univers à l'autre, d'une page à l'autre, etc. Et donc le risque qu'il y avait dans l'adaptation, c'était que on fasse une succession de sketchs et que au bout d'une demi-heure, même si ça pouvait être très très drôle, ça pouvait être au bout d'un moment un peu lassant. Et donc voilà, l'enjeu principal, c'était justement de faire en sorte que ça ne le soit pas et que ce soit pas une succession de sketchs et qu'on raconte une vraie histoire. Et donc vous nous direz tout à l'heure si on a réussi, tout simplement. Parce qu'on revient juste après, on vous laisse découvrir le film et on revient après pour une session de questions-réponses avec François, et on s'asseyera, parce que c'est vrai que c'est ridicule d'être debout à côté de deux fauteuils. Là, il donne hyper envie de s'asseoir, mais tout à l'heure on s'est dit si on commence à s'asseoir, ils vont se dire les mecs s'installent, on va avoir le film à 00h30 quoi. C'est ça. Ou non, sinon on retourne et on regarde le film. Donc non, on s'installe pas, mais on s'installera tout à l'heure. Merci à tous, on va vous souhaiter une excellente séance et on se retrouve dans 2 heures. Il dure quoi, 3h15? 3 heures, ouais, on a coupé un peu, 3h10. Ok, donc voilà. Bonne soirée à tous. Bonne soirée, à tout à l'heure. On s'assoit. Allez, on s'assoit. Merci beaucoup, merci à tous d'être restés. Hop, configuration salon, on a changé, on s'est installé, on s'est assis. J'espère que vous avez passé un moment très agréable. En tout cas, je sais que François est très content que vous l'ayez vu et que vous ayez enfin des questions à lui poser. On viendra après dessus parce que j'imagine que vous avez plein de choses à demander. J'en ai aussi beaucoup. Et j'ai le micro, donc je vais les poser. Non, je plaisante, mais déjà François, pour parler, on a parlé rapidement de la bande dessinée avant, parce que c'est la base de tout. Comment ça s'est passé déjà la rencontre avec Fab Caro, et comment est-ce qu'il s'est investi sur ce film? Alors la rencontre avec Fab Caro, ça s'est passé de manière très très simple quand on a commencé à évoquer cette idée d'adaptation. Évidemment, la première personne qu'on contacte, c'est l'éditeur, et c'est un tout petit éditeur qui est à Montpellier, qui s'appelle Six Pieds Sous Terre. Et voilà, ils nous ont invités à venir boire un coup chez eux, tout simplement. Ça s'est fait de manière très très simple. Et on est allé boire une bière avec eux devant sur la terrasse, juste devant la petite maison d'édition. Et puis c'était une rencontre qui s'est fait vraiment en toute simplicité. En rencontrant Fab Caro, j'avais l'impression de rencontrer quelqu'un voilà, qui me ressemblait, c'est-à-dire qu'il était un peu timide, un peu réservé, puis on partageait plein de choses, plein de références, que ce soit en termes de BD, de cinéma ou de musique. Et voilà, c'était une rencontre qui était très simple et plutôt très chaleureuse. Et après, il nous a fait totalement confiance en fait, c'est-à-dire que tout de suite il nous a dit qu'il voulait pas s'investir sur l'écriture et que il acceptait
qu'il y ait une adaptation, mais il n'avait pas envie de s'investir dedans. Par contre, pour nous, c'était important qu'il soit quand même malgré tout présent pendant tout le processus de création. Donc voilà, donc il lisait en fait il lisait les versions au fur et à mesure. Et puis pour ceux qui connaissent, il est même venu faire une petite apparition dans le film. C'est lui qui dessine le portrait robot en fait dans la scène au commissariat. C'est très drôle d'ailleurs. Ouais, non, voilà. Donc ouais, j'avais très envie de ce clin d'œil, j'avais très envie qu'il soit dans le film. Et en fait, c'était une chouette relation de travail, même si c'était pas temps. J'aurais adoré qu'il nous écrive des dialogues ou machin. Mais voilà, il voulait rester à distance de ça. Mais par contre, il a toujours été très très bienveillant avec nous. Ça, il a refusé. C'est-à-dire qu'en gros, il a préféré te laisser avancer, vous laisser travailler, et lui, il a juste dit, je vous donne la matière première, et après, faites-en quelque chose de différent. Voilà, exactement. Et après, comme on a rajouté quand même beaucoup de choses par rapport à la BD, si on avait adapté la BD, je pense que le film aurait été beaucoup, beaucoup plus court. Donc, il fallait vraiment il y avait plein de choses en plus à inventer. Et tout ce qu'on a inventé en plus, ouais, j'avais quand même besoin qu'il y ait une validation de sa part. Jean-Luc Gaget, qui a écrit le scénario avec moi, il disait qu'il fallait qu'on soit Fab Caro compatible dans tout ce qu'on inventait, parce que forcément, il fallait que le ton soit le même. Donc voilà, on lui a demandé, en fait, tout ce qu'on rajoutait, tout ce qu'on faisait en plus, on lui a demandé une sorte d'autorisation, en fait, de rajouter tout ça, ce qui nous a donné à chaque fois. Et vous avez rajouté cette histoire d'amour, mais qui vient pas dénaturer du tout le personnage. Il reste toujours cet individu un peu naturel qui veut qui veut prouver sa bonne foi tout en essayant quand même d'éviter. Oui, il sait que, enfin, ce qui nous amusait, c'était. D'ailleurs, on s'est vraiment posé la question en écrivant, mais à quel endroit est le personnage? C'est-à-dire que est-ce que c'est un personnage qui, quand il lui arrive ça, il a l'impression qu'il est tout seul contre le monde entier et qu'il est victime d'une injustice et qu'il faut que c'est le fugitif, il a besoin de dire qu'il est innocent, ou alors est-ce que en fait il sait qu'il a commis un délit et que concrètement il fuit, c'est une sorte de fuite en avant par rapport à la société, mais qu'à un moment donné il va se faire travailler. En fait, on a pris cette option, on a pris l'option du mec qui il sait qu'il a commis un délit, il sait qu'il a fait une connerie, il sait qu'il est en faute. Et parce qu'on n'avait pas envie de le décaler par rapport à l'univers, on avait envie que tout l'univers soit cohérent, que lui soit cohérent dans cet univers-là. Et du coup, j'ai totalement loupé le début de ta question parce que voilà. Non, c'était plus une relance, mais en revanche, je vais rebondir sur ta réponse. D'accord. Et comme ça, on est un vrai binôme. Exactement. Et ça fonctionne bien. Il y a un côté très premier degré qui nous emmène dans un côté millième degré en termes d'humour, et c'est justement cette justesse dans tous les rôles qu'on observe, où ils sont tous convaincus que ce qui est en train de se passer est extrêmement grave, et c'est ça qui nous fait beaucoup rire. Et est-ce que toi, en tant que réalisateur et metteur en scène, et aussi à l'écriture, est-ce que ça n'a pas été difficile de le faire tenir sur toute la longueur? Parce qu'on sait souvent que cette question est un peu longue, mais vous allez voir, elle est pertinente. C'est vrai qu'à l'écriture, on a des idées. Ensuite, au tournage, ces idées sont parfois un peu modifiées. Puis au montage, on raconte encore une autre histoire. Et à la fin, le film est un petit peu différent. Et là, on a vraiment l'impression que de l'écriture, avec l'œuvre de Fab Caro, jusqu'au tournage, où il fallait vraiment être très très droit dans l'interprétation, jusqu'au montage, on a la même chose. Est-ce que ça, c'est difficile à tenir? Alors oui, je pense que c'est difficile, mais en fait c'est quelque chose qu'on avait en tête tout de suite. C'est-à-dire qu'on savait dès la lecture de la BD que si jamais on voulait réussir l'adaptation, il fallait se tenir à quelque chose, il fallait se tenir à ce ton, et qu'il fallait que ça fonctionne. Pour l'anecdote, par rapport justement au jeu d'acteur et à la mise en scène, il y a eu en France l'adaptation d'une autre BD de Fab Caro qui s'appelle Plus qu'hier, moins que demain, qui était fait en forme de petite pastille pour Canal+. Et c'est réalisé par Lola Doyon, je crois. Et c'est vrai que je les ai vus, c'est juste avant le tournage en fait, elles ont commencé à apparaître sur Canal, et forcément en tant que fan de Fab Caro, je les ai regardées, j'étais curieux de voir, j'étais curieux de voir comment elle avait adapté ça. Et je trouve que justement par rapport
par rapport à la BD, en fait, elle était vraiment collée à la BD, et que il y avait trop de distance, trop de froideur, parce que il y a aussi ce truc, quand on disait, les personnages doivent être sérieux, doivent être au premier degré, en effet, mais en même temps, il faut pas être non plus trop neutre, en fait. Et je trouvais que c'était très intéressant de voir ça, en fait, de pouvoir voir ça, parce que je me dis, j'ai pas envie d'être à cet endroit-là. Il faut quand même, malgré tout, qu'il y ait de la comédie. Donc, il y avait une ligne à trouver, en fait, qui était garder ce premier degré, cette sincérité, etc., qui est une sincérité que on doit avoir dans tous les films, de toute façon, où tous les comédiens doivent être sincères. Et puis, quand même, avoir cette petite dose de conneries, voilà, pour quand même avoir ce ton de comédie, quoi. Mais justement, toi, tu fais beaucoup de films, des buddy movies, des films avec beaucoup de comédiens qui sont ensemble, qui sont des amis. La Beuse, évidemment, les 11 commandements. Adopte un veuf aussi, où ça devient en fait une colocation avec Ouais. André Dussolier, Bérangère Krief, Arnaud Ducret et Julia Piaton. Mhm. Et là encore, on n'a pas, il est seul, mais on a l'impression que tu as constitué une équipe tout autour, qui est une équipe assez fascinante, parce que chaque petit rôle est ce que j'appelle un violon. Je sais que son nom est noté là, et je vais essayer de m'en rappeler, mais ça va être difficile. Mais je sais que Clémentine, qui joue dans Family Business, enfin qui joue le rôle de Family Business, Louise Coldefi. exactement. Que ce soit également Marc Rizzo, qu'on voit ici, qui est Le vigile. le vigile, qui est incroyable. Également, j'ai pas son nom, mais celle qui joue dans Pitch, qui joue l'assistante, qui joue la caissière justement ici. Jeanne Arène, ouais, tout à fait. Elle est incroyable. Les filles d'Ernadette. Enfin bref, il y a plein de petits seconds rôles, et ces petits seconds rôles sont des gens qui apportent tellement à la comédie, parce qu'ils sont justes, et donc ils te permettent toi de pouvoir tout mettre en avant pour que ton film soit de qualité. Est-ce que tu as senti sur le plateau que ces gens-là étaient investis d'une mission, c'est-à-dire faire de ce film à chaque instant un moment drôle? Alors oui, parce que en fait, pour 95% des comédiens qui sont venus sur ce film connaissaient la BD, étaient fans de Fab Caro, et entrevoyaient un terrain de jeu extraordinaire pour s'éclater, en fait. Et c'est vrai que moi, à la limite, j'ai pas eu à faire énormément de choses. C'est-à-dire que j'ai jamais eu un comédien qui était à côté de la plaque et qui jouait le truc à côté. Il venait toujours avec le bon feeling sur la comédie, sur le ton. Et donc, et tous les comédiens qui sont venus, ils sont venus avec une envie incroyable. Et ils sont extrêmement justes. Non, c'est pour ça, c'est ça qui fait la qualité du film. Pour revenir juste à des choses un peu plus sociétales, en 2015, la bande dessinée est écrite. En 2019, tu le tournes, c'est ça? Oui, c'est ça, on tourne fin 2019, ouais. Donc tout ça, c'est pré-Covid. Est-ce que tu sens un parallèle avec tout ce qu'on a vécu depuis 1 an et demi sur la privation des libertés, sur le comportement parfois très respectueux de certaines personnes, trop rigoureux, et certaines aberrations qui nous sont demandées? Est-ce que tu sens une relation entre ce film-là où tout le monde est identique, tout le monde respecte certaines règles, même certaines règles aberrantes, sans sourciller, et ce personnage qui reste tout seul à essayer de dire je suis comme vous, mais j'ai juste fait une erreur? Oui, il y a forcément une analogie, mais une analogie qui est presque un petit peu gênante, parce que quand on parle aujourd'hui de privation de liberté par rapport à tout ce qui se passe, c'est l'intention de départ. Je parle de ce qui se passe en ce moment avec le Covid, c'est pour la santé des gens. Donc à cet endroit, là où justement le film la BD, et donc le film est plus une critique de la société de consommation, et de la manière dont un consommateur peut être manipulé, où il y a des injonctions, etc., de la société, en effet, à faire des choses absurdes, mais à des fins souvent mercantiles ou électorales, ou que sais-je, qui sont pas forcément
si on prend un peu de recul, peut-être un peu négative, mais là c'est vrai que ce qui se passe, c'est a priori c'est pour la santé des gens. Donc c'est pas, donc forcément il y a une analogie, mais elle n'est pas au même endroit en fait. Donc c'est moins critique. Voilà. Enfin, ce serait moins critique. Mais c'est vrai que par contre, tout ce qui s'est passé tous ces derniers temps résonne énormément en effet quand on voit le film. Ouais. On peut forcément comparer j'ai oublié ma carte de fidélité à j'ai oublié mon masque. Sans rentrer dans ce qu'on dit. Hein, bien sûr, ouais, juste, oui, sur ça, juste en surface. Tout à fait. Mais c'est vrai que, Fab Caro, lui, il dit, quand on lui pose la question de comment le point de départ de la BD, et ça vient d'une expérience personnelle. C'est-à-dire que lui, il dit, je vais dans un supermarché, on me demande ma carte de fidélité, je l'ai pas. Et en fait, c'est cette sensation de culpabilité en fait qui fait que du coup, il a eu envie d'écrire la BD et que voilà, c'est parti. Et c'est vrai qu'il y a un truc, on se sent un peu coupable, quoi. On n'a pas sa carte de fidélité donc peut-être il y a quand les caissières sont sympas, ça va, mais il y en a quelques-unes qui peuvent avoir un regard un peu inquisiteur et beaucoup de jugement. Et beaucoup de jugement, et on peut se sentir très mal. Et donc c'est parti là, et c'est absurde, c'est totalement absurde. Donc il faut toujours avoir sa carte de fidélité. Ouais. Et si vous avez des questions, on va en profiter. J'imagine que dans la salle, il y a des gens qui ont peut-être des choses à demander. Donc si vous voulez poser une question à François Dezanian, n'hésitez pas à lever la main et il se fera une joie de répondre. Non, même une question très simple, savoir où il dort, savoir s'il prend du fluor tous les soirs, savoir s'il y a des questions qui vous intéressent. Non, je continue. Très très bien installé. Hein, donc, nous, on veut rester encore un peu, c'est pour ça. C'est pour ça. Non, pas de questions particulières ? Si, merci beaucoup. Attends, parce qu'il y a un micro qui arrive. Attendez, pardon, il y a un micro, il y a une caméra. Ouais, des lingettes et tout. Il y a la maquilleuse qui arrive. C'est ça. Voilà. Qui trouve les gags ? Est-ce que c'est une équipe ? Est-ce que c'est une personne ? Alors c'est une équipe de 27 personnes qui sont qui sont totalement sous-payées. Qui sont dans ma cave. Non, qui trouvent les gags. C'est la grosse majorité des gags, c'est des gags qui sont dans la BD. Donc c'est Fab Caro. Et ensuite, tous les autres, tout ce qui est pas dans la BD, c'est Jean-Luc Gaget qui est le scénariste et moi. Voilà, c'est dans l'écriture. Et puis après, il y a l'apport des comédiens de temps en temps. Par exemple, Jean-Paul Rouve, c'est lui qui a eu l'idée du coaching du vigile au moment de la reconstitution. C'est lui qui m'a dit, ce serait... Parce qu'il y avait une scène de reconstitution qui était déjà un peu absurde. Il m'a dit, ce serait marrant d'aller encore un peu plus loin et que le mec joue mal et que, voilà, que comme lui, il joue un comédien, qu'il le coach pour qu'il joue mieux, quoi. Et donc voilà, ça c'est une idée de Jean-Paul, par exemple. Mais donc voilà. Donc merci beaucoup et bravo pour le film. Merci beaucoup. Mais avant d'avoir une deuxième question, j'en avais une que je suis en train d'oublier, donc je vais essayer de meubler en regardant mon genou. Peut-être demander à quelqu'un d'autre s'il a une question. C'était quoi ? C'était par rapport à la reconstitution, par rapport à l'humour, par rapport au gag, par rapport au film peut-être. Non, c'était pas par rapport au film. Ça, c'est sûr, c'était pas par rapport au film. C'était par rapport à autre chose. Non, on a une deuxième question ou pas ? Parce que le temps que je retrouve. Ah oui. Il faut que je la retrouve parce qu'elle était ultra pertinente. C'est ton complice en fait. Qui a la question. Il a la question. C'est un complice pour que tu puisses retrouver ta question. Bonsoir. Bonsoir. Moi je voulais juste, c'était pour parler un peu du film. Je connais un peu la BD de Fab Caro. Ça fait très longtemps que je l'avais pas lu, mais je l'ai bien retrouvé là. Par contre, ça m'a surpris. Je pensais en allant voir le film, me retrouver dans un film qui était complètement sur le burlesque, voir limite Monty Python, parce que moi j'associe vachement Fab Caro un petit peu à ça. Et je me suis retrouvé dans un film où il y a énormément de poésie et tout ça. Et est-ce que cette idée de couple, etc., c'était amener la poésie parce que pour faire découvrir Fab Caro au grand public, c'était peut-être un moyen un peu plus facile. Moi, je m'attendais vraiment à des gags que j'ai retrouvés, les uns après les autres, où je me suis bien marré. Mais j'ai trouvé un côté poétique qu'il n'y a pas du tout dans la BD, en fait. Alors moi je trouve que dans la BD il y a des trucs un petit peu poétiques. Par exemple la scène avec les animaux qui est dans la BD, elle est plutôt poétique. Alors c'est peut-être pas autant. Alors ouais,
moi, c'était mon idée, c'est-à-dire que alors peut-être qu'en voyant la BD, donc c'est mon adaptation personnelle de la BD, et j'ai peut-être entrevu des petits éléments de poésie que moi j'en ai rajouté plus parce que je trouvais que parce que j'avais envie de ça aussi pour l'adaptation. Et par rapport à l'histoire d'amour, en fait, on l'a rajouté parce que, comme je disais tout à l'heure, pour éviter la succession de sketchs, succession de gags, il y avait cette envie d'avoir un fil rouge émotionnel qui nous permettait d'avoir, voilà, que le film il tienne sur 1h20 et qu'il y ait justement des éléments émotionnels qui fassent que on soit plus ce soit plus tendu du début à la fin, et voilà, et que avec ce fil rouge ça me permettait après de m'amuser avec tous les gags qu'il peut y avoir tout au long du film. J'ai retrouvé la question. On parlait des gags justement tout à l'heure, et donc ça amène forcément sur les gags visuels. Une comédie, c'est l'écriture, mais c'est aussi ce qui se passe à l'écran. Et dans cette comédie, il y a plusieurs moments où en fait on va trouver au deuxième plan, au troisième plan, ou même parfois tout au fond, une petite blague. Je sais qu'à un moment donné, il y a, même si c'est pas forcément une blague, là c'est plus une influence, mais il y a Raymond DeVos qui est accroché dans un petit coin. Il y a un dessin de Raymond DeVos. Est-ce que ça, ce truc-là, c'est une façon de montrer tes influences, et que en gros, parce qu'en fait, en gros, on en discutait tout à l'heure, on a un petit peu discuté avant. Et on parlait justement de ça, de ce besoin d'avoir des petites gags en lecture, en seconde lecture, comme dans les films de Chabat, etc. Et t'en as glissé quelques-uns. Et donc justement, c'est pour ça que je pense à Raymond DeVos. Quelles sont tes influences, toi, dans la comédie française ou dans la comédie internationale? Alors, je suis totalement d'accord avec ce que tu dis sur les gags, mais genre, du coup, je ne vois pas où est Raymond DeVos Il y a dans la classe, à un moment donné, Ouais. il y a des dessins. En fait, les dessins, c'est les dessins du président, parce qu'il y a une espèce de figure présidentielle dans le film. Régulièrement, en fait, on voit, c'est un monde qui aime beaucoup son président, et il y a la photo du président partout. Un peu à la manière de Big Brother, en fait. C'est une sorte de Big Brother, etc. Et en fait, dans la classe, il y a la photo présidentielle, et en dessous, il y a les enfants qui ont fait les dessins du président. Ouais, moi, j'ai vu un costume bleu, j'ai vu un mec un peu rondouillard, j'ai vu Raymond DeVos. Non, c'est le président. Et en plus, c'est moi qui joue le président. Bon, alors revenons sur les influences. Les influences, après, une des premières influences que j'avais envie de citer quand j'ai commencé à faire le film, c'était Bertrand Blier. Voilà, Buffet froid, Calmos. Les acteurs. Les acteurs, ouais, les acteurs, c'est après. Moi, je pense, pour moi, c'est vraiment les comédies des années 70, 80, Préparez vos mouchoirs, etc. Voilà, où il y a des grands moments d'absurde avec des grands acteurs qui jouent des trucs au premier degré totalement incroyables. Et c'était vraiment, j'avais un peu envie de retrouver ça en toute humilité, hein, parce que c'est quand même, ce sont des très grands films. Et puis les nuls, évidemment. Voilà. On parlait des Monty Python. Évidemment, les Monty Python sont une référence. Les Monty Python, c'est en effet peut-être sûrement un peu plus burlesque. Mais malgré tout, dans des vrais moments de non-sens à l'anglaise, je pense qu'on a essayé d'en mettre. Et après, dans le cinéma français contemporain, voilà, des cinéastes comme Quentin Dupieux ou comme Antonin Perret-Jadco ou Jean-Christophe Meurice, dont Orange Sanguine est en sélection aussi cette année au festival. Voilà, c'est des cinéastes je trouve qui sont très intéressants aussi pour ça, sur ce ton-là en particulier. Après, voilà, encore une fois, sans vouloir paraître prétentieux par rapport à ça, moi j'avais envie tout en étant influencé par ces cinéastes, d'ouvrir un peu plus, d'essayer de faire un film un peu plus grand public aussi. Et pour revenir aux autres films précédents, je sais que toi tu avais réalisé Les 11 Commandements.
À l'époque, tu n'avais pas mis ton nom sur l'affiche. Ça s'appelait, vous étiez les Real de Madrid. Et j'ai toujours voulu savoir pourquoi vous aviez voulu ne pas être mentionné sur ce film. En fait, ça venait de parce qu'on était donc à l'époque je co-réalisais avec Thomas Sorio et en fait ça nous amusait d'avoir un nom de réalisateur et ça se faisait beaucoup. Ça se faisait beaucoup en pub en fait, d'avoir quand tu avais des couples ou des trios, des collectifs de réalisateurs, ils avaient un nom, etc. Et on avait trouvé ce nom qui nous faisait marrer, les Real de Madrid, ça nous faisait rire. Et on trouvait que on aimait bien ce nom. Et quand on fait La Beuse ensemble, les producteurs ils disent non, vous signez pas les Real de Madrid, vous signez de vos noms et tout, parce que quand on met un pseudo comme ça, on a l'impression que vous assumez pas le film et tout, donc il faut vos deux noms. Bon, on a dit oui, ok, d'accord. Et quand on fait les 11 commandements derrière, c'était, on a, en fait, je pourrais raconter l'histoire et on sera encore là demain, donc c'est pas le but. Mais en gros, à un moment donné, les producteurs disent mais en plus avec ce film-là, si vous voulez, vous pourrez signer les Real de Madrid. Et ça nous faisait super rire de signer les Real de Madrid. Voilà, on trouvait que c'était cohérent avec le film qui était complètement fou et que voilà, et puis surtout, on aimait bien. Enfin, en plus par expérience, La Beuse c'était notre premier film, réalisé par François Dezagna et Thomas Sorio, et je vous passe tous les coquilles qu'il y a eu sur nos noms, etc. J'étais Vincent Dezagna, bon, c'est mon frère évidemment, lui c'était Thomas Sorio s'était transformé en Antoine Souriau, enfin bon, on s'est dit bon, voilà, c'est trop compliqué, au moins les Real de Madrid c'est simple et c'est marrant. Et puis en fait, une fois que le film était fini et allait sortir, les producteurs sont revenus un peu en arrière en disant non mais quand même signez pas, ils étaient très contents du film et ils y croyaient, ils disaient non mais signez pas les Real de Madrid, je pense signer avec vos vrais noms, etc. Et puis on a tenu bon, on avait envie parce que ça nous faisait marrer, on trouvait que le film était tellement fou et tellement n'importe quoi, voilà. C'était une vraie envie de nous, de notre part. On pensait que on voulait poser notre identité comme un nom, poser ce truc que ça allait être une marque. Le Madrid, donc ça n'a pas été le cas. Non, ça a duré un film. Ça a duré un film, c'était un ratage total. Mais c'est même plus sur Allociné, plus personne n'en parle. Mais ça nous faisait marrer, voilà, ça nous faisait marrer. On avait envie de ça en fait. Mais parce que c'était une manière de désacraliser aussi notre travail de réalisateur aussi. Voilà. Moi, enfin là, je suis là, je suis réalisateur, je viens présenter le film, etc. Mais moi, je considère ce métier comme un métier ultra collectif, et c'est vrai que j'aurais pas, enfin le film que vous avez vu, que vous avez eu l'air de bien aimer, il est bien parce que c'est le travail de plein de gens, c'est pas que moi en fait, et donc voilà, c'était aussi une manière de désacraliser ça aussi un petit peu, de dire voilà. Vous pouvez retrouver ça si vous avez le DVD à la maison, vous pouvez retrouver les Real de Madrid, c'est écrit en dessous. Les DVD, juste pour info, c'est les trucs ronds qu'on utilise pour faire fuir les oiseaux dans les arbres. Et on va avoir la question, mais juste sur les cercles, justement, c'est très important dans le film. On voit le rond-point, on voit le hublot de la machine. Est-ce que c'était une volonté de montrer les ronds, les cercles ? Oui, c'est ça. On cherchait une figure avec le directeur artistique du film. On cherchait une espèce de figure géométrique comme ça, mais c'est parti d'un truc autour des ronds-points en fait. On s'est dit ce serait marrant d'avoir ces ronds-points parce que ça représente un truc. Pareil, les ronds-points sur la modernité urbaine, etc. Il y avait quelque chose qui nous intéressait visuellement. On s'est dit il faut décliner un peu ce truc-là. Donc on est allé avec le hamster qui tourne dans sa roue, qui est un peu forcément une analogie. C'est limite un peu lourdingue, mais on l'a gardé quand même parce que ça nous amusait. Puis c'était long. Puis il y avait ce hublot de la machine à laver. Qu'on voit au début, on se demande pourquoi on voit ce hublot et voilà, on comprend à la fin pourquoi, parce que la fameuse carte de fidélité est là-dedans de manière inexorable et tout est parti de là. Et donc il y avait ce truc, oui, c'est ça, cette espèce d'enfermement, de truc qui tourne en rond, et ça nous intéressait de décliner. Il y a l'œuf au plat aussi qui
qui se désagrège quand Ramsey est avec Julie. Enfin bon, voilà, c'était, je voulais m'amuser avec cette figure parce que c'était pour prolonger un peu le travail graphique qu'il y avait dans la BD en fait. Et ça, c'est très bien, ça fonctionne très très bien. Petite question. Oui, bonsoir. J'ai une question par rapport au casting. Est-ce que c'était une évidence pour vous de travailler avec l'acteur principal? Comment vous l'avez choisi et qui étaient les autres candidats au rôle? Alors, il y a toujours, on fait toujours des petites listes de comédiens en fonction de qui sont les plus pertinents pour jouer les rôles. Et puis après, on réfléchit, on se dit tiens, qui. Alors, eux, en effet, ils sont pertinents, mais alors, vont-ils nous aider à monter le film de manière plus facile ou pas? On veut des noms. On veut clairement des noms. On veut savoir qui est drôle, mais pas bankable. Non, mais normalement j'aurais dû jouer le rôle. Moi. C'était pour moi, il était pour moi ce rôle. Ah, marrant. Non, mais en fait, comme il y a cette mise en abîme, en fait, là, dans la BD, il y a une mise en abîme je vais répondre à cette question très vite. Hein. Je fais une petite digression, je m'excuse. Mais dans la BD, c'est une mise en abîme. Le personnage, c'est un auteur de bande dessinée, et donc c'est l'occasion, c'est une sorte de truc un peu une fausse autofiction finalement, où il en profite pour raconter un peu l'univers de la BD. Donc du coup, pour faire l'adaptation au cinéma, le personnage, a priori, c'était un créateur de cinéma. Donc normalement, ça aurait dû être moi. C'était le réalisateur. Je devais me mettre en scène dans cette histoire en tant que réalisateur de films de comédie. Et voilà, mais on serait pas là ce soir hein, si ça avait été moi qui tu te sentais de le faire? C'était une vraie non, pas du tout, pas du tout. Tu t'es dit, ça pourrait être une mise en abîme. Non, c'était si on textuellement on refaisait la même mise en abîme, normalement c'était le réalisateur du film qui devait être l'acteur principal. Mais donc voilà, c'était on a très vite su. Enfin, on m'a fait comprendre que c'était une très mauvaise idée. Et donc il fallait trouver un vrai comédien pour jouer le rôle. Et donc pour répondre à votre question, Jean-Paul, c'était en fait c'est devenu très vite une évidence. C'est un ami de longue date. Ça fait quelques projets qu'on tournait en rond, dont on avait un projet ensemble qui est tombé à l'eau. On était très frustrés, etc. Et on avait envie de travailler ensemble. Et quand il y a eu la possibilité quand il y a eu l'éventualité de faire ce film-là, tout de suite, j'ai pensé à Jean-Paul parce qu'il y a une analogie vraiment hyper forte entre l'univers de Fab Caro et tout ce qu'il a pu faire avec les Robins des Bois. Et voilà, qui partagent les mêmes références. Encore une fois, on parlait des Monty Python tout à l'heure. Il y a vraiment ça. Donc pour moi, il y avait un truc super évident, au-delà de voilà, une sensation je me suis projeté en fait. Il s'amusait, il dit mais en fait je joue toi en fait, parce qu'à chaque fois qu'il essayait des habits, je voulais les essayer et tout pour voir si et donc voilà, donc il y a une proximité qui a fait qu'il y a eu une évidence tout de suite, et ça aurait été très très dur s'il avait refusé, mais il a accepté très vite. Et il est parfait dans ce rôle. Hein. Ouais. Il est vraiment très surtout en plus il fait un truc pas facile, c'est que il a accepté l'air de rien de jouer le clown blanc, c'est-à-dire qu'en fait la comédie elle est pas sur lui vraiment. Il a des vrais moments de bravoure dans le film. Moi j'adore le moment où il fait sa grande tirade devant la cabine téléphonique, etc., et qu'il se prend dans la gueule le fait que en fait la fille s'en souvient, mais pas tout à fait pas tout à fait comme lui se souvient d'elle. Et voilà, j'adore ce genre il fait des trucs formidables dans le film. Il a des vrais moments, mais la comédie elle est pas forcément sur lui. Il a accepté ça en fait. Il a accepté que la comédie soit sur ses partenaires. Donc il y a une vraie générosité de sa part, et il est vraiment c'est super ce qu'il a fait dans ce film. Et il est à l'écran très régulièrement, mais il n'est pas le personnage central, mais il est quand même ça qui est fascinant quoi. Ça c'est très fort. Mais dans le film, dans celui-ci, dans Adopte un veuf, dans Les 11 commandements, dans La Beuse, etc., il y a toujours Vincent Dezania. Est-ce que c'est la famille qui pousse pour ouais, c'est ma mère en fait. Elle me dit tu prends ton frère dans le film. Alors même pour un petit rôle, tu prends ton frère dans le film. Je suis obligé. Voilà. Alors qu'on l'aime pas alors trop. Que bah non. Non, pour l'anecdote, c'est vrai que j'ai toujours fait même mes premiers courts métrages. C'était lui. J'avais un comédien dans ma chambre quand on partageait notre chambre encore quand on était plus jeune. J'avais un comédien sur le lit du haut.
dans notre lit. Voilà. Et donc voilà, mes premiers trucs, je l'ai utilisé et voilà, et c'est parti comme ça. T'as un comédien et t'as un clown. Et un clown, un super très clown. Drôle, quoi. Donc, Ouais. On a une question qui arrive ou je... Non. Et justement, ça fait 20 ans que tu fais ça, quasiment. C'est horrible, oui. Non, mais Tu te rends compte Non, c'est vrai, presque 20 ans. c'est ça, parce que la Buzz, c'est 2001. C'est sorti en 2003, oui, 2003. c'est ça, bon, bientôt. Ouais, on va dire ça fait plus de 15 ans. On a gagné 5 ans. Est-ce que tu as senti que la comédie avait évolué ces derniers temps, est-ce que tu as senti que c'était différent de faire de la comédie? Il y a eu un âge d'or, il y a eu une période où c'était prolifique, on avait beaucoup de comédies qui sortaient. Cette année, pour le coup, pour avoir travaillé sur la sélection, j'ai vu peu de comédies aussi qualitatives que Zai 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 ou Orange Sanguine, par exemple. Est-ce que tu sens que c'est plus difficile à faire, à écrire, à monter, même au niveau des financiers? Alors, non, je dois bien avouer que j'ai pas vraiment cette impression-là. J'ai l'impression que c'est des cycles et que je sais pas s'ils répondent à quelque chose de... Enfin voilà, s'il y a une raison vraiment à ça. Mais en effet, récemment, je discutais avec beaucoup de gens qui étaient au congrès des exploitants. Le congrès des exploitants, c'est en fait une réunion de tous les exploitants de salles de cinéma de France qui se réunissent pendant quelques jours dans un grand congrès à Deauville. Et pendant une journée, ils ont tous les distributeurs qui viennent présenter leur line-up des films qui vont sortir dans l'année d'après. Et donc pendant 8-9 heures, ils se tapent 8-9 heures de bande-annonce de films. Et en général, c'est l'occasion c'est l'occasion de voir quels vont être les grands moments quels sont les films attendus. Et il paraît que cette année, c'était un peu assez morose et qu'il y avait très très peu de comédie. Donc oui, donc c'est une réalité. Je pense qu'il y en a moins. Peut-être que ce qui s'est passé là ces dernières années, peut-être que il y a eu peut-être moins de velléité à écrire des choses drôles. Je sais pas du tout. Même Danny Boone est allé sur Netflix. Oui. Donc c'est vrai. Ouais. J'ai vu ça il a fait un film sur le confinement, si vous voulez, il est disponible aux Pays-Bas. Ouais, ou pas. Je l'ai pas vu, je peux pas le dire, mais moi non plus je l'ai pas vu. C'est horrible. Apparemment, c'est filmé en plus. C'est vrai, voilà, ça va me suivre toute en direct. ma carrière. Cette mauvaise blague sur Danny Boone. Danny Boone, si tu m'entends, je suis désolé pour cette blague. Bah écoute, là je sais que toi tu as fait beaucoup de comédies, la période est un peu morose. Est-ce que tu sur ton prochain projet, puisqu'il y a forcément un prochain projet qui va arriver, est-ce que tu te destines à quelque chose aussi de très drôle, peut-être burlesque ou collégial, ou peut-être quelque chose de plus intimiste, plus sérieux, plus personnel? Alors déjà je pense que celui-là est très personnel en fait. Donc je me projette vachement dans ce personnage et dans cette espèce d'acceptation polie de ce que la société lui fait subir, etc. Donc sur le ton et sur ce que le film raconte, je pense que c'est le film qui est le plus proche de moi en fait. La question que je me pose aujourd'hui, c'est comment pérenniser ça. J'ai plusieurs projets, notamment des projets qui n'ont strictement rien à voir. J'ai même un projet de série policière, donc vraiment c'est encore totalement autre chose. Et depuis 2 mois, depuis le mois de septembre, où je montre enfin Zai Zai Zai, où je vois les réactions du public et de mes proches et tout ça, je me dis peut-être il faut que j'essaie de creuser un peu là-dedans. J'ai envie de ça. Donc, je suis en ce moment dans une grande période d'interrogation. J'ai plein de projets, j'ai des super projets. Donc, je pense qu'il y aura quelque chose l'année prochaine, c'est sûr. Maintenant, voilà. Je sais pas ce que c'est. Soit je fais un truc très différent, soit j'essaye de pérenniser ça. Voilà, je suis en plein doute.
T'es en plein doute aussi parce que t'as un projet avec Ramsey en ce moment et que c'est compliqué de bosser Oui, avec voilà, lui, pareil, c'est ça exactement. Non, je plaisante. On va vous laisser rentrer chez vous. Vous pouvez vaquer à vos occupations. On est très content d'avoir pu vous présenter ce film en exclusivité aux Pays-Bas. On espère que vous avez apprécié autant que nous, on était heureux de vous l'offrir. On est extrêmement content que François, tu sois venu jusqu'ici. Merci beaucoup, en tout cas, pour l'invitation. Je suis ravi. C'était un plaisir. Merci d'avoir répondu à toutes nos questions. Et on se revoit dans 2 ans pour le prochain projet personnel. Voilà, exactement. Sélection tapis rouge. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci à tous. Merci.